Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être sur notre chaîne Uber TV pour cette 8e édition de ce direct que je suis heureux d'animer ce soir. Je vous prie encore de m'excuser. Bonsoir Monsieur Asselineau. Quel enseignement et ou renseignement tirez-vous de votre passage sur l'émission L'heure des pros sur CNews ce matin? Il écrit L'heure des pros, L-E-U-2-R-E. Alors déjà, c'est une émission dont on a été prévenu hier au soir, pour ce matin. Donc le moins qu'on puisse dire, c'est que j'ai pas eu trop de temps pour me retourner ni pour le préparer. Et je n'ai eu la certitude que l'émission avait lieu, et son horaire en particulier, qu'aux alentours de 9h30, 10h du soir, pour le lendemain, 9h30 du matin. Un premier mouvement, c'est quand même de dire, c'est bien, je vais pas me plaindre, de remercier Monsieur Pro et CNews de m'avoir invité. Bon. Mais vous l'imaginez, c'est un remerciement quand même que je fais avec beaucoup d'arrière-pensée et d'amertume, puisque c'est un fait objectif que CNews ne m'a pas invité depuis plus de 2 ans. Et il y a plus de 2 ans, c'était au moment de la préparation de la présidentielle, je me rappelle avoir été invité par CNews, ça devait être quelque chose comme 6h30 du matin. Bon, donc c'était quand même pas une émission qui avait été très très peu vue. Et avant, on remonte, je ne sais pas à quand, peut-être à 2019. Oui, merci de nous avoir invités, mais c'est quand même dans un désert total d'invitations. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que je vois, toutes les personnes qui... je voudrais aussi d'ailleurs au passage remercier tous nos adhérents, tous nos militants qui ont contribué à ce passage, parce qu'il y a eu une pression tout à fait considérable qui a été faite sur Pascal Praud et sur cette chaîne. D'ailleurs, il me l'a dit en off, il me l'a dit en on, avant et après et pendant l'émission, qu'ils avaient été submergés d'appels, que c'était pas bien, que si et que ça. Mais enfin, l'expérience que nous avons maintenant, c'est que si on ne bouge pas, si on est très gentil, si on attend d'être invité, ou plus exactement, si on passe de temps en temps un petit appel téléphonique discret en disant ne nous oubliez pas, faites respecter quand même les principes quand même une certaine équité dans le temps de parole, on n'a jamais rien. Voilà. Donc l'expérience a montré que, en fait, c'est une guerre qui nous est livrée, c'est un rapport de force, et que là, je suppose qu'il y a eu tellement de demandes qu'ils ont été et se sont sentis contraints de m'inviter. Le troisième point, c'est lorsque je suis arrivé là-dedans, j'ai eu l'impression d'arriver dans je sais pas, dans une, l'atmosphère était absolument glaciale. J'ai été confronté, comme vous l'avez vu, il y avait, je crois, six journalistes. Il y avait donc Pascal Praud, il y avait donc Éric Nolot, il y avait un certain Florian Tardif, il y avait, j'ai oublié son nom entre les deux, il y avait Dominique Jamais, il y avait Madame, comment s'appelle-t-elle, Élodie, oui, c'est ça, Eugénie Bastier, et bien il y avait moi. Bon. Je me suis senti, encore une fois, comme d'habitude, comme passant devant un tribunal de l'Inquisition, un tribunal d'assises où j'étais inculpé. J'avais même pas ouvert la bouche que j'étais considéré comme quelqu'un d'infréquentable. Le seul qui a tenu des propos humains, j'allais dire, c'est quand même Dominique Jamais qui a eu la gentillesse à la fin de rappeler qu'il me connaissait, de saluer, je crois, je sais pas, mon courage ou ma détermination, etc. Non sans ponctuer ce petit coin de ciel bleu par quand même une flèche en disant que bon, j'étais tout seul, etc. Alors même que j'avais expliqué que nous ne sommes pas du tout seuls. D'abord, il y a les réunions que je fais en province sont absolument archi pleines. Et en plus, nous avons une liste où il y a de plus en plus de gens de l'extérieur qui viennent. J'ai déjà eu l'occasion, et j'en avais parlé d'ailleurs dans cette émission auparavant, l'occasion d'accueillir le général Henri Roux, deuxième section. On a fait d'ailleurs une dépêche de presse de l'AFP qui n'a pas été reprise, à la différence de
lorsque M. Philippot a annoncé qu'il avait un général. Là, ça a été largement repris par l'AFP. Et puis nous avons annoncé aussi que nous avions quand même, c'est pas négligeable, nous avons un sénateur, Pierre-Yves Colomba, qui a été sénateur apparenté Parti socialiste, puis apparenté Parti communiste, maire d'un petit village pendant des années, accessoirement aussi vice-président de l'Assemblée des maires ruraux, donc un homme de gauche qui nous a ralliés. C'est-à-dire là, nous sommes les seuls sur la scène politique française à pouvoir faire ça. Ceux qui militent pour l'union droite sont absolument incapables de rassembler des gens de cette nature. D'ailleurs, j'aurai très prochainement l'occasion de diffuser, j'ai fait tout à l'heure une vidéo où j'ai fait un entretien avec une nouvelle personnalité assez séduisante, vous verrez, qui va, je pense, intéresser, qui vient encore d'un autre lieu et il y en aura d'autres encore qui vont nous rejoindre. Donc qu'on vienne pas nous dire qu'on est tout seul, qu'on ne vienne pas nous dire il faut faire des... Non. Nous, on ne veut pas d'alliance d'apparatchiks, des alliances entre gens qui se haïssent, qui se détestent, et qui nous entraînent vers l'extrême droite. Je l'ai dit 10 fois, 100 fois, il faudra le dire 1000 fois, mais nous ne le ferons pas. Voilà. Et d'ailleurs... François Asselineau est avec nous. Il mènera une troisième fois la campagne de son parti, l'Union populaire républicaine, l'UPR, aux élections européennes. C'est extrêmement compliqué de vous inviter, monsieur Asselineau, parce que vous avez le droit à un temps de parole limité. C'est l'Arcom qui décide, c'est pas moi. Donc j'explique ça souvent à vos supporters qui me demandent pourquoi vous n'invitez pas monsieur Asselineau. C'est pareil, Florian Philippot, il vient une fois par trimestre, il a le droit à 10 minutes en temps de parole. Donc vous aurez le droit à 10 minutes. Donc on fera un petit quart d'heure quand même. D'accord, mais je reviendrai tous les trimestres, alors, parce que ça fait 2 ans que je n'ai pas été invité. Et alors, si vous n'avez pas été invité depuis 2 ans, c'est sans doute pas de mon fait, c'est parce que ce temps de parole est calculé et qu'effectivement, si on vous invite, vous, c'est une usine à gaz, c'est-à-dire qu'il faut réinviter. Je parle sous le contrôle de Florian. C'est-à-dire qu'il faut donner plus de temps de parole aux autres, etc. C'est bien ça. Je comprends rien au temps de parole. C'est assez complexe. Même moi, j'aurais du mal à tout vous expliquer. C'est-à-dire que comme c'est en proportion, si je vous invite, élus, si je vous invite, je dois donner encore plus de temps à d'autres hommes politiques. En fait, c'est invraisemblable. Écoutez, ils ont pris une résolution au mois de mars, il y a quelques jours. Il y a quelques semaines à l'Arcom, j'ai d'ailleurs écrit à M. Roch-Olivier Maistre, et où il est mentionné précisément qu'ils tiennent compte de la façon dont un candidat anime les réseaux sociaux. Non. Et je suis désolé, allez voir, c'est une résolution du mois de mars. Ne gaspillez pas votre temps de parole à parler de votre temps de parole. Oui. Bon, non, mais elle a pas tort. Mais bon, vous allez nous dire votre programme. Mais moi, je voulais simplement dire ça parce que je me fais insulter. Bon. J'ai l'habitude par tous vos supporters parce qu'ils disent vous invitez pas monsieur Asselineau. Bon, Somaya, monsieur Asselineau est donc avec nous. Il est votre parti, c'est l'Union populaire républicaine. Il est 9h35. Je vais essayer de vous interrompre le moins pour qu'on vous entende le plus. Bon, qu'est-ce qui vous différencie de tous les candidats qui sont en lice aujourd'hui, que ce soit Jordan Bardella, que ce soit Marion Maréchal, que ce soit François-Xavier Bellamy? Premièrement, c'est que j'ai créé un parti il y a maintenant 17 ans qui propose la sortie de l'Union européenne, la sortie de l'euro et la sortie de l'OTAN. Et depuis 17 ans, c'est le même programme et j'ai fait des analyses qui ne cessent que d'être validées par les événements. De telle sorte que lorsque je fais des réunions publiques dans toute la France en ce moment, on fait des salles archi-combles, dont d'ailleurs les médias ne parlent pas. C'est assez curieux. On fait, par exemple, j'étais l'autre jour à Grèce-Villers en Alsace où il y avait 360 personnes. Au même moment, vous aviez Madame Pannier-Runacher, ministre du gouvernement, qui faisait une réunion dans le Pas-de-Calais où elle avait 20 personnes. Donc ça, c'est un premier point. Deuxièmement, sur les réseaux sociaux, je suis le responsable politique qui fait, excusez-moi de le dire, mais qui fait le plus de vues. J'ai fait des vidéos qui ont dépassé le 1 million de vues. Et on a au total 96 millions de vues cumulées sur notre chaîne UPR TV. Pour donner un petit exemple, le nombre de vues cumulées de Horizon TV, la chaîne de monsieur Édouard Philippe, c'est 68 000 vues. Pourtant, il paraît que c'est l'homme politique préféré des Français. Nous, on en est à 96 millions. Oui, mais aux élections, ça ne se traduit pas par des votes. Oui, mais attendez, on va voir ce que ça va donner. Le problème qu'il y a aussi, c'est l'exposition médiatique. On en parlait juste auparavant. On ne va pas parler de ça, on va parler du programme. Il y a actuellement toute une espèce de rumeur générale qui dit qu'il n'y aurait plus personne qui voudrait le Frexit. C'est pas vrai. Je rappelle que les sondages sont sortis en France qui disent qu'il y a entre 30 et 40% des Français qui voteraient en faveur du Frexit. Je vous rappelle même que Emmanuel Macron lui-même, lorsqu'il s'est rendu au Royaume-Uni en janvier 2018, avait été interrogé par la BBC qui lui avait demandé « Et s'il y avait un référendum sur le Frexit en France ?»
que se passerait-il? Et Macron avait répondu, probablement le Frexit l'emporterait. Je note ceci, et qu'est-ce que je vois? Je vois que... Florian Tardif, je vous demande de réagir, parce que vous êtes journaliste politique, moi j'ai jamais entendu ça. Ah ben, on va vérifier, mais ça me paraît étrange quand on est... parce qu'on l'aurait repris quand même, on aurait repris cette affaire. Mais écoutez, bon, terminez votre programme. On vous fera tenir la vidéo. Votre programme. Why do you think the British voted to leave this sophisticated structure? Look, I'm not the one to judge or to comment the decision of your people, but my interpretation is that a lot of losers of this new globalization and this new system suddenly decided that it was no more for them. You always take a risk when you have such a referendum, just yes or no in a very complicated context. If France had had a referendum, it might have had the same result. Yeah, probably. In a similar context, but our context was very different. So I don't want to make any. I mean, to take any bet, but I would have definitely fought very hard to win. But I think it's a mistake when you just ask yes or no, when you don't ask people how to improve the situation and to explain how to improve it. Votre programme. Et donc c'est déjà fondamental. Et vous me permettrez de noter que sur les débats qui sont organisés à l'occasion des européennes, je crois qu'il y en a un sur France 24 ce soir, il y en a eu un sur Public Sénat, ce sont toujours les 8 mêmes têtes de liste, de M. Bardella à M. Desfontaines, qui sont tous pour rester dans l'Union européenne, dans l'euro et dans l'OTAN. Voilà. Donc c'est-à-dire qu'il y a quand même 30 à 40% des Français minimum qui veulent... Pourquoi ils votent pas pour vous à ce moment-là? Non mais attendez, le problème... Non mais votre sondage n'est pas... je suis désolé, le dernier sondage qu'on a, c'est 2022, 27% des Français sont favorables à l'organisation d'un référendum sur le Frexit. Pas les chiffres que vous donnez, pardon. Même si c'était... Je suis désolé, mais je présente moi mes preuves. Un sondage TNS Sofres pour Le Figaro, RTL et LCI de 2016. Ce que pensent les Français d'un Frexit, c'était maintien dans l'Union européenne. 45% des Français souhaiteraient, si un référendum était organisé en France, il serait 45% à voter pour le maintien, 33% à voter pour la sortie et sans réponse, 22%. Donc, j'avais raison. C'était bien entre 30 et 40. J'ai d'autant plus raison que j'ai regardé d'autres sondages qui montrent qu'il y en avait un sondage que les Français tout à fait d'accord avec le Frexit. Alors, je ne sais pas si vous l'avez, mais j'aurais vu ça récemment, il y avait 27%. Mais si on y ajoute ceux qui sont plutôt d'accord avec le Frexit, eh bien, on montait à 40%, je crois, quelque chose comme ça. Même si c'était ce que vous dites est exact, moi j'ai d'autres sondages, on me contredit sur les faits. On va aller voir, on publiera sur notre site dans la journée la déclaration de M. Macron. Même si c'était vrai 27%, où sont les 27%? Où sont-ils représentés dans les débats? Ils ne sont pas représentés. Donc nous, ce que nous disons, c'est que la situation est très grave, que la France, elle est dans une situation de plus en plus grave. J'allais dire, le pronostic vital est désormais engagé pour la France, parce que tous les témoins sont au rouge. On a une dette publique maintenant qui est hors de contrôle. Pourquoi vous souhaitez sortir de l'Union européenne? Parce que, comme disait le général de Gaulle, il faut marcher droit vers la vérité, et la vérité, c'est la souveraineté nationale. On ne pourra pas redresser ce pays tant que les Français ne décideront pas eux-mêmes de leur propre avenir. Qu'est-ce qu'il faut décider? Eh bien, il faut décider, par exemple, en matière internationale. En matière internationale, je suis désolé, mais M. Bardella, Mme Marion Maréchal sont complètement alignés sur le narratif de l'OTAN, c'est-à-dire il faut armer l'Ukraine jusqu'à éventuellement aller vers une troisième guerre mondiale. Donc nous disons il faut arrêter d'armer l'Ukraine, arrêter d'envoyer des armes à l'Ukraine, il faut arrêter les sanctions avec la Russie qui en fait sont des sanctions qui rétroagissent sur la France et sur l'Allemagne. Il faut également mener jusqu'à son terme l'enquête sur
Nord Stream. Qui a détruit Nord Stream? En fait, tout le monde le sait dans toutes les rédactions, dans toutes les chancelleries, ce sont les États-Unis d'Amérique qui ont détruit Nord Stream. Donc ça c'est clair, donc faut être neutre par rapport au conflit, ou même plutôt pro-russe, j'ai l'impression, en vous écoutant. Non, il faut, et la France doit être la France, c'est-à-dire, elle doit avoir une politique de neutralité, et de s'armer, d'avoir sa propre défense nationale. Sur le plan international, c'est clair, je vous presse un peu, parce que comme il y a, bon, donc ça c'est clair, au moins, c'est bon, après chacun pense... de la Troisième Guerre mondiale qui est derrière, hein. Oui. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est votre position. Moi, je suis grand-père, hein, j'ai des petits-enfants, un petit-enfant, donc... moi, ce que je vois on est quand même dirigé en France par un président de la République qui n'a pas d'enfant, un Premier ministre qui n'a pas d'enfant, un ministre des Affaires étrangères qui n'a pas d'enfant. On va laisser ce type d'argument. Non. On va laisser ce type d'argument. Et un ministre de la Défense qui n'ont pas d'enfant et dont la moyenne d'âge est de 37 ans. Oui. Voilà. Bon. Donc, si vous voulez, je trouve que il faut qu'on ait à la tête du pays. Bon, il faut qu'on ait à la tête du pays que je vous propose, des gens qui aient une politique de bons pères de famille. Pour vous, ce genre d'argument, pardonnez-moi. Ce genre d'argument, peut-être on va le laisser de tomber. On va le laisser pas du tout, parce que quand vous êtes, allez envoyer vos enfants, vos petits-enfants. Je ne suis pas d'accord avec vous. Votre argument est ridicule. Vous voulez les envoyer en Ukraine se battre? C'est pas les appelés qui vont se. Alors, est-ce que vous êtes d'accord pour envoyer les? Laissez ces arguments de côté, c'est pas. C'est bon. Eh ben, écoutez, je peux vous dire. Non, ça n'a rien de honteux. Je peux vous dire qu'il y a beaucoup de Français qui sont d'accord avec cet argument. Beaucoup de Français qui sont pas d'accord avec. Nord Stream. Vous dites des choses Nord Stream. Vous dites tout dans les rédactions. Non, Nord Stream, c'est une thèse complotiste que vous mettez en place, que ce sont les États-Unis qui l'ont fait. Vous n'avez aucun élément factuel qui va dans ce sens. Au contraire, on a tous les arguments. With regard to Nord Stream 2, we continue to have very strong and clear conversations with our German allies, and I want to be clear with you today. If Russia invades Ukraine, one way or another, Nord Stream 2 will not move forward. If Russia invades, that means tanks or troops crossing the border of Ukraine again. Then there will be no longer a Nord Stream 2. We will bring an end to it. How will you do that exactly? Since the project and control of the project is within Germany's control. We will. I promise you, we'll be able to do it. Bon. Dans cet extrêmement long effort qui a été mené récemment et qui aboutit à cette conclusion-là. Bon. En tout cas, moi, je suis prudent et je suis dans mon rôle de modérateur, si j'ose dire. Donc, comme il est déjà 9h42, vous voyez, il reste 3 minutes. Donc, sur l'international, c'est clair. Sur la politique économique française, la souveraineté nationale et pourquoi pas ces sujets de sécurité, de délinquance et d'immigration. Quelles sont vos propositions? Sur la sécurité et sur l'immigration, puisque c'est un sujet que vous aimez sur cette chaîne, je vous fais remarquer... Pardonnez-moi, qui est sur toutes les antennes, je veux dire. L'autre jour, une chaîne a fait pendant 11 heures à parler d'un petit garçon qui était mort et qui s'appelait Émile. Donc, je vous ferai remarquer, notre chaîne. Je vous ferai remarquer que la politique de l'Union européenne, c'est le traité d'Amsterdam, ça fait 27 ans que la politique migratoire en France a été transférée à l'Union européenne par le traité d'Amsterdam. Et ce que les Français ne savent pas, c'est que le très gros de l'immigration, c'est une immigration légale. Il y a eu en 2022... Ils le savent, hein. 3 850 000 migrants, dont 3 500 000 qui sont légaux. Et la politique de l'Union européenne consiste à passer à 4 millions légaux et à lutter contre l'immigration. Ils le savent, croyez-moi, et c'est un sujet important. Donc, qu'est-ce que vous souhaitez? Donc, immigration zéro? Et les Français veulent un arrêt de l'immigration. C'est vrai ou c'est pas vrai? Je pense que vous avez plutôt raison. Bon, donc les Français veulent ça. Ils ont quoi? Ils ont M. Bardella, Mme Maréchal, qui se présentent comme luttant contre l'immigration, mais en fait, ils restent dans l'Union européenne, ils restent dans l'euro. Ils vont donc faire exactement ce qu'a fait Mme Meloni en Italie. Vous avez vu que le nombre de migrants, depuis que Mme Meloni est arrivée au pouvoir, ne cesse d'augmenter en Italie. Donc c'est pour ça qu'il faut sortir. C'est parce qu'on parce que tout simplement, quand vous êtes dans l'Union européenne, vous ne pouvez pas et sur le plan économique, sur le pouvoir d'achat, quelles sont les solutions que vous proposez? Est-ce que c'est moins d'impôts? Est-ce que vous relancez, vous allégez les cotisations pour les entreprises? Que sais-je dans le domaine économique? Quels sont vos grands? Déjà, j'ai certainement une surimposition en France contre
contre laquelle il faut lutter, je suis tout à fait d'accord, il faut aussi avoir une monnaie qui soit conforme à la compétitivité de l'économie française. Notez qu'on parle beaucoup du Brexit, paraît-il que le Brexit serait une catastrophe. C'est faux, c'est un mensonge. Sur toutes les données macroéconomiques, le Brexit est meilleur que le Royaume-Uni est meilleur que la France. Et vous savez que... Demandez ça aux Britanniques. Non mais oui, il faut absolument... Là, ce que vous dites là, c'est faux. En regardant les chiffres quand même, c'est pas très glorieux. L'inflation est moitié moindre qu'en France. La croissance est supérieure à la France. L'endettement public est inférieur à la France. L'inflation, c'est faux. Non. Je veux bien les chiffres. L'indice PMI en janvier 2024 s'est établi à 52,5 au Royaume-Uni, à 47,9 à la zone euro, à 44,2 pour la zone France. Le taux de chômage en décembre 2023 était de 4,2% au Royaume-Uni, 6,5% dans la zone euro, 7,4% en France. Et encore, il y a beaucoup d'artifices dans la comptabilisation du chômage en France. Le taux d'emploi était en novembre 2023, 75,8% au Royaume-Uni, 70,1% en zone euro, 68,3% en France. C'est-à-dire que le taux d'emploi de la population est moindre en France qu'au Royaume-Uni. La croissance, quand j'ai dit que la croissance était supérieure, je me suis fait également insulter ou brocarder comme si j'étais, alors je sais pas si j'étais un agent de Poutine ou un agent de Rishi Sunak ou je sais pas quoi, mais bon, l'indice de la croissance de 2016 à 2023 s'établit au Royaume-Uni à 10,1%, à 11,4% dans la zone euro, donc un peu supérieur, mais à 8,9% seulement en France, c'est-à-dire un véritable décrochage par rapport au Royaume-Uni. Je rappelle que si la zone euro connaît une assez forte croissance, c'est parce qu'il y a des pays, notamment des pays de l'Est, qui bénéficient de fonds versés par l'Union européenne, en fait des fonds provenant de l'Allemagne, de la France, etc., et qui dynamisent leur croissance. L'indice de production manufacturière sur une base 100 en 2015, en novembre 2023, on est à 107 au Royaume-Uni, 102,3 en zone euro, 98,8 en France. Donc c'est-à-dire que la production manufacturière a continué de baisser en France de 2015 à 2023, alors qu'elle a grimpé de 7% au Royaume-Uni avec le Brexit. L'indice de production de la construction, avec toujours une même base 100 en 2015, et c'est la base 100 en France, donc c'est-à-dire que ça n'a pas bougé, l'indice de production de la construction en France entre 2015 et novembre 2023, c'était 110,7 en zone euro, 119 au Royaume-Uni, c'est-à-dire qu'il y a 19% de croissance supplémentaire au Royaume-Uni par rapport à la France sur cet indice de production. L'inflation, ce fameux taux d'inflation en 2023 pour lequel Monsieur Florian Tardif m'a insulté en disant que je disais n'importe quoi, que l'inflation était de 10% au Royaume-Uni, c'est archi faux. En 2023, le Royaume-Uni a affiché un taux d'inflation de 4,2, supérieur, il est vrai, à celui de la zone euro 2,9, mais à peu près exactement égal à celui de la France 4,1%. Donc il n'y avait vraiment pas, ce que M. Tardif a fait est un mensonge, M. Tardif a menti, M. Tardif est incompétent. Ensuite, la hausse des salaires, et ça c'est un point très important, en 2023, elle a été de 7,3% au Royaume-Uni, 5,3% en zone euro, 4,3% en France. Je rappelle que avant le Brexit, le SMIC au Royaume-Uni était inférieur au SMIC français et qu'il est désormais nettement supérieur, je crois d'environ 10%, sachant que par ailleurs, la masse des travailleurs au Royaume-Uni qui sont payés au SMIC, ça n'est que 5% des salariés, alors que c'est 17% en France, ce qui prouve qu'en France, il y a un phénomène de paupérisation par rapport au Royaume-Uni. Voilà. Le gain théorique du pouvoir d'achat en 2023 a été de 3,1% au Royaume-Uni, 2,4% en zone euro et 0,2% en France. Et le SMIC... Je veux bien les chiffres. Non mais Florian Tardif... Oui, mais monsieur, il dit des arguments. Donc allons... je regarde juste les chiffres. Hein. Non. Sur l'inflation. Invitez-moi le 30 mai, votre débat là sur l'Europe. Invitez-moi. On pourra en débattre. Je veux bien vous inviter. C'est pas mon souci. Je vous ai dit que j'ai un problème avec le temps de parole. Mais sur le plan économique, donc vous êtes plutôt d'inspiration. Oui, vous m'avez pas laissé terminer. Depuis le Brexit, le SMIC n'a pas arrêté de grimper. Il était inférieur au SMIC en France. Maintenant, il est supérieur au SMIC français en l'espace de 3-4 ans. Et il n'y a
Donc le d'ailleurs Brexit, pour vous, est une réussite économique. Je dis en tout cas que ce n'est pas du tout la catastrophe qu'on décrit et que c'est plutôt meilleur qu'en France. Non, mais par ailleurs, j'ajoute. C'est mieux parce que moi, j'ai pas le sentiment que les Anglais aujourd'hui. Mais ça, c'est vous qui le dites. Allez donc au Royaume-Uni. J'étais à Londres. Allez au Royaume-Uni, ça n'est pas exact. Les Britanniques ne disent pas ça. Mais c'est pas vrai. Vous avez un sondage qui est un organisme qui s'appelle Opinium, qui donne des sondages au Guardian, qui sont des sondages qui sont bidouillés. Allez voir. Voilà, donc en boucle, ça se fonde toujours. J'ai pas eu le temps de l'expliquer ce matin parce que à chaque fois on me coupait. Mais j'aurais bien aimé pouvoir expliquer devant la population que ce mythe selon lequel le Brexit serait une catastrophe, eh bien que ce mythe en fait est entretenu par un institut de sondage qui s'appelle Opinium et dont le patron travaille et réside aux États-Unis, dans l'université, je crois, du Missouri et dans la Harry Truman School of Government, qui est un paravent des services d'information et d'influence américains. Alors, voilà, tout évident. Mais bon, en revanche, votre inspiration est plutôt libérale, sans doute. Si je voulais résumer où c'est le gaullisme social, c'est quoi C'est d'abord un mouvement d'indépendance nationale. Et la liste que j'ai présentée, il y a sur cette liste le général Henri Roure, qui est en 3e position, qui était sur la liste de Nicolas Dupont-Aignan en 2019, et qui représente d'une certaine façon, qui n'est pas à l'UPR, c'est une personnalité extérieure. Et nous avons également, nous a rallié Monsieur Pierre-Yves Collombat, qui est un ancien sénateur socialiste puis communiste, qui a été vice-président de l'Association des maires ruraux de France, qui n'est quand même pas rien, qui nous a ralliés parce que ils ont tous le sentiment que ce qui compte pour le moment, c'est de récupérer notre indépendance et notre souveraineté nationale. Bon, bah écoutez, là il est 9h46 et je suis au-delà du temps de parole. Vous avez le droit à 10 minutes ou 12 minutes par trimestre. Et Depuis plus de 2 ans, j'avais eu droit à 0. Donc normalement, si je comprends bien, j'aurais dû avoir droit à une par trimestre, j'aurais dû avoir 8 en 2 ans. J'avais eu droit à 0. En revanche, l'un de nos militants est parti à la recherche, regardez le tableau. Eh bien, Monsieur Philippot, au cours des 2 ans, a été invité 16 fois par Pascal Pro. Trimestre. Et j'ai essayé de faire un tour sur l'international, sur la souveraineté nationale et sur l'économie. Et puis chacun pourra vérifier d'abord ce que vous dites. On était autour de 10% d'inflation il y a un an au Royaume-Uni, lorsque c'était 5-6% en France. Et je vais vous remercier surtout, Monsieur Asselineau, mais il y a peut-être un commentaire que veut faire Dominique Jamais. Je connais un peu Monsieur Asselineau, et je le connais assez pour savoir et apprécier la force et la constance de ses convictions et la rectitude de sa ligne. Je le connais assez aussi pour savoir, on vient de le vérifier, que son refus de toute concession et de toute alliance le condamne à une certaine solitude. Mais c'est pas vrai, puisque je viens de dire que le général Roure à une certaine solitude. Le sénateur Collombat vient de nous rejoindre. Non mais ce que je veux dire, c'est que moi je suis sur la liberté d'expression à l'américaine. Non mais moi, tout le monde peut venir sur le plateau et je l'inviterai régulièrement. Il est la victime du système, c'est évident. Voilà, j'ai aucun souci là-dessus et je préférerais ça, pour tout vous dire. Je préférerais avoir Monsieur Asselineau, Madame Rousseau autour de la table que les gens. Monsieur Asselineau n'aurait même pas droit d'antenne. Aux États-Unis, il n'aurait pas le droit d'antenne. Ah non, vous ne serez pas obligé de l'inviter aussi. Et je veux dire, le temps réparti par l'ARCOM permet aussi aux petits candidats, a été inventé pour les petits candidats. Mais attendez, petit candidat. Ah oui, mais là vous dépassez là. Aux États-Unis, vous n'avez que 2 candidats justement pour cette raison. Non, mais c'est bon. Dernier mot, Monsieur Asselineau, et après nous vous dirons au revoir jusqu'à un temps. Non, je n'existe pas du tout. Je n'existe pas du tout grâce à l'ARCOM. J'existe grâce aux réseaux sociaux. Je l'ai dit tout à l'heure. On a 96 millions de vues cumulées sur notre chaîne UPR TV. Donc vous allez faire 10% aux européennes. Les gens viennent en masse à nos réunions publiques. Alors, Monsieur Asselineau, ça veut dire que votre liste va faire un carton. Mais je pense que nous pouvons faire une percée, mais vous pouvez faire combien ? Nous sommes en... Dites pas les médias, si vous avez les réseaux sociaux, si tout va bien, s'il y a plein de monde, vous allez faire 5%. Je peux parler ? Ah bah oui. Nous sommes entravés par le fait que je suis totalement blacklisté sur l'ensemble des médias français et que par ailleurs nous avons des sondages qui sont des sondages que nous estimons inexacts. J'ai des sondages... Attendez, laissez-moi parler. Nous avons fait 1,2% des suffrages en 2000. Monsieur. Nous avons fait 1,2% des suffrages en 2019. Le sondage juste avant nous donnait 0,5 juste avant l'élection. Vous avez doublé. Bon, je vous remercie en tout cas. Et moi, je le répète. Après, c'est un peu baroque de
tenter de devenir député européen pour pouvoir sortir de l'Europe. Mais ça, je vous expliquerai. C'est bien ce qu'a fait Nigel Farage. C'est comme ça qu'il y a eu le Brexit. Oui, non, mais... Oui. Merci. Monsieur Asselineau, et c'était un plaisir de vous écouter aujourd'hui. Je ne sais pas si vous aimez le football ou pas. Oui, j'aime bien, oui. Et ben, ce soir, il y a un match, PSG Barcelone, mais il y a également des inquiétudes importantes sur ce match. Je voudrais qu'on voit le sujet de Michael Dos Santos, parce que effectivement, il y a peur sur les stades et il y a une menace de Daesh. Merci, monsieur Asselineau. Voyons le sujet.